Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49 pour cette nouvelle émission consacrée aux éphémérides du mois d'août 2023. Et donc nous sommes en compagnie de Robin, notre astronome amateur du 52, de Pascal, astronome amateur du 49, et Mathieu, et également astronome amateur du 49, et que l'on peut aussi retrouver sur sa chaîne L'explorateur du ciel. Et pour commencer donc cette émission, nous allons vous détailler quelques événements. Et en premier lieu, eh bien, nous allons vous parler d'un événement qui a lieu du 11 au 13 août. C'est la Nuit des Étoiles. Alors, la Nuit des Étoiles a lieu chaque année. Et, et pour cette édition 2023, elle aura pour thème Poussière céleste, en relation donc avec la pluie d'étoiles filantes des Perséides qui aura lieu juste à ce moment-là. Donc, les Nuits des Étoiles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, ça existe depuis 1991 et donc, ce sont des nuits qui sont animées partout en France par des astronomes bénévoles. Et comme chaque année, eh bien, c'est animé alors, donc, par des clubs, des associations ou des planétariums ou même des mairies. Et donc, on peut en retrouver plus de 250 partout en France. Alors, eh bien, tout le monde est invité à pouvoir se rendre à ces Nuits des Étoiles. En plus, c'est gratuit, alors vous pouvez en profiter. Vous pourrez donc pouvoir profiter, vous allez pouvoir profiter de ces nuits pour pouvoir observer donc les pluies d'étoiles filantes, mais aussi euh, regarder eh bien, les objets du ciel profond que les bénévoles pourront vous montrer avec leur matériel qu'ils auront bien sûr apporté. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver ces lieux où sont organisées ces nuits des étoiles? Eh bien, vous pouvez vous rendre sur Internet et notamment sur le site de l'Association française d'astronomie, où là, vous avez une carte de tous les événements qui sont en France. Donc voilà pour ce premier événement du mois d'août, que sont les Nuits des Étoiles. Donc n'hésitez pas, avec des amis, à y vous rendre sur les lieux où se dérouleront ces événements au mois d'août. Maintenant, nous allons parler donc de la pluie d'étoiles filantes des Perséides, comme on l'a évoqué. Et le maximum a lieu le 13 août. Et donc, eh bien, on va pouvoir détailler cet événement avec Pascal, donc qui va pouvoir nous présenter cet essaim météoritique. Voilà, alors effectivement, les Perséides, c'est certainement l'événement de l'année parce que c'est la plus magnifique pluie de météorites de l'année, donc les Perséides. Alors en fait, les Perséides sont l'une des plus anciennes pluies de météores recensées dans les textes anciens. On a déjà une trace en l'an 36 de notre ère en Chine. Et seulement en fait au 9e siècle en Europe. Et c'est Ptolémée qui en fait va donner le nom de Perséide, euh, le nom de la constellation en fait de Persée, hein. Persée étant le héros de la mythologie grecque au 2e siècle donc de notre ère. En fait, c'est Ptolémée qui va le cataloguer. Alors, c'est un peu plus tard, en 1864 et 1866, qu'un Italien, Giovanni Chiaparelli, va faire en fait le rapprochement entre les Perséides, donc les étoiles filantes, et la comète qui lui était associée, c'est-à-dire Swift-Tuttle 109P. Alors, comment il va faire? Bien, tout simplement, il va remarquer que cette pluie d'étoiles filantes, en fait, va avoir le même orbite que la comète qui, pourtant, elle, eh bien, va passer tous les 130 ans. Mais voilà, il est le premier, en fait, à avoir fait la relation, donc montrant que finalement, ces étoiles filantes proviennent bien de cette comète. Alors, quelle est la caractéristique de cet essaim météoritique que nous allons bientôt avoir?
Eh bien, déjà, elle est visible du 17 juillet, donc elle a commencé, jusqu'au 24 août. Et comme Nathan l'a dit, la période d'observation maximale, enfin le maximum d'activité, ça sera effectivement le 13 août. Alors pas n'importe, enfin quand, le 13 août, entre 4 heures du matin et 23 heures. Alors vous allez me dire, bah oui, mais ça laisse pas beaucoup de temps là d'observation, hein. Donc effectivement, cette pluie sera visible le 13 août entre 4 heures du matin et forcément juste avant le lever du soleil, et puis seulement une demi-heure le soir, hein, entre 22h30 avec donc la pénombre qui va commencer à venir et 23 heures, puisque ça sera le maximum, hein. Et alors pas seulement cette période-là, on aura aussi le lundi, donc le jour d'après, entre 3 heures et 40 et 4h45 du matin. Alors là, par contre, hein, si vous avez raté le dimanche, eh bien, ne ratez pas le lundi, mais les contraintes sont encore un petit peu plus importantes, hein. Alors, pourquoi elle est intéressante, cette pluie d'étoiles filantes? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a un taux horaire zénital qui approche de 100 météores à l'heure, ce qui est énorme. Et concernant cette pluie d'étoiles filantes, eh ben, c'est pas en fait le plus important puisque on avait observé, notamment, je crois, dans les années 1980, jusqu'à 200, voire même 250 étoiles par heure. Donc, imaginez un petit peu le feu d'artifice, hein, que l'on a pu avoir. Alors, sa vitesse, en fait, oscille entre 50 km heure et jusqu'à 59 km heure. Que dire de plus? Ben, comment la repérer? Ben, c'est très facile, hein, après 22h30, hein, vous levez les yeux au ciel. Constellation de Persée. Alors, si la constellation de Persée ne vous est pas très familière, eh bien, vous cherchez le W de Cassiopée, qui sera en fait juste au-dessus, et de l'autre côté, il y a la girafe. En fait, le radian se trouvera entre les trois constellations, hein, donc girafe, Cassiopée et Persée. Donc nord-nord-est, hein, vous ne pouvez pas la rater. Alors, est-ce qu'on sera embêté pour l'observer? Alors, bien sûr, hein, s'il y a pas, si vous avez un ciel correct, hein, si il n'y a pas de nuages à ce moment-là, et puis si vous n'avez pas de pollution lumineuse aussi. Donc, si vous n'avez pas tout ça, eh bien, vous serez même pas embêté par la Lune, parce que la Lune commencera seulement le 16. Donc, ça veut dire que le 13 et le 14, elle va apparaître comme un très fin croissant, donc très discret dans le ciel et qui vous gênera absolument pas pour contempler cela. Voilà, donc on pourra en profiter au maximum. Merci Pascal de nous avoir donné un peu plus d'informations sur cette pluie d'étoiles filantes. Maintenant, nous allons passer à cet événement qui a lieu le 27 août. Il s'agit de l'opposition de la planète Saturne. Alors, eh bien, là, je vais laisser la parole à Robin pour nous en parler. Alors oui, comme tu l'as dit, Nathan, le 27 août, on aura l'opportunité d'être dans une période où Saturne, donc la planète avec ses célèbres anneaux, sera à l'opposition du Soleil, c'est-à-dire que eh bien la planète se trouvera à son strict opposé, et donc ce sera les périodes les plus favorables en tant que telles pour l'observer, puisque vraiment, ça sera le moment où il y aura le moins de turbulences dans l'atmosphère et où on pourra avoir un contraste vraiment intéressant. Donc, où c'est qu'il faudra regarder pour repérer cette planète? Il faudra regarder direction sud-est dans la constellation des Verseaux. Donc, de toute façon, si vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez prendre une petite boussole pour regarder sud-est. Et puis, vous devrez tomber sur Saturne assez facilement, puisque c'est une planète assez brillante. Si vous voyez un point brillant, ça sera certainement Saturne. Donc, voilà. Vous pourrez aussi observer cette planète à travers un télescope, bien évidemment.
hein, donc il faudra privilégier une focale assez longue, hein, essayer d'avoir des oculaires de petits, de petite longueur focale pour avoir un grossissement qui soit assez intéressant. Même à faible grossissement en tant que tel, vous pourrez discerner ces anneaux. Euh, Petite anecdote personnelle, moi j'ai réussi à observer, en tout cas à discerner la forme oblongue de Saturne, hein, sa forme un petit peu ovale, à travers une lunette d'initiation, hein, qui était destinée à l'observation des oiseaux. Donc bon, c'est pas forcément le plus confortable, mais si vous avez une petite lunette qui traîne dans votre placard, eh ben n'hésitez pas à la sortir pour cette occasion. Un petit peu plus tard aussi, donc 3 jours après, le 30 août, il y en aura une conjonction entre la Lune et Saturne. Il y aura environ 3 degrés qui les sépareront. Donc ça peut être aussi intéressant de profiter de cette occasion-là pour observer Saturne à côté de la Lune, ou même pour faire des photos. Alors, je vais parler un petit peu brièvement de la partie photo. Pour cela, vous devrez utiliser, encore une fois, de préférence, un instrument à focale assez importante, ainsi qu'une caméra ou même un appareil photo numérique, hein, si vous avez que ça. Vous pourrez vous débrouiller et vous pourrez faire de l'empilement, hein, en prenant des vidéos. Donc c'est important quand même d'avoir bien un ciel pas trop turbulent et puis d'avoir un imageur qui est capable quand même d'avoir une cadence d'image assez rapide, hein, pour figer la turbulence dans la vidéo. Donc ensuite, après, au niveau post-traitement, vous pourrez passer sur des logiciels tels que AutoStackert, par exemple, Registax, etc. Je vais en citer quelques-uns parce que c'est ceux que j'utilise. Mais voilà, hein, il y a pas mal de logiciels qui vous permettent de faire de l'empilement et du stack, et aussi vous permettre derrière de faire ce qu'on appelle du traitement par ondelette pour faire vraiment ressortir les détails et réussir en tout cas j'espère pour vous, si vous tentez le coup, d'obtenir vraiment des détails dans les anneaux. Je sais que c'est assez facile, par exemple, de révéler la division de Cassini, hein, sur l'anneau. Donc, en réalité, c'est pas un seul et unique anneau, c'est plusieurs anneaux. Et donc, en photographie, vous pourrez parvenir à faire ressortir ce genre de détails, ce qui est quand même relativement intéressant. C'est ça. Merci Robin pour nous avoir donc parlé de cet événement qui est l'opposition de Saturne. Et je me tourne vers Mathieu parce que donc tu nous expliquais dans le cadre des préparatifs de cette émission qu'en réalité Saturne est beaucoup plus coloré que ce qu'on peut imaginer. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, effectivement. Alors, vous avez derrière moi une image en vraie couleur signée Hubble. Donc, on connaît tous en fait la teinte jaune ocre globale de la planète, mais les nuances sont en fait beaucoup plus riches dans le détail. Et ça commence par l'inclinaison de l'axe de rotation de Saturne, qui est à peu près similaire à celui de la Terre. De mémoire, je crois que c'est environ 26 degrés. Ce qui amène Saturne en fait à être éclairé différemment au gré de sa révolution autour du Soleil. Et c'est ça qui est d'ailleurs à l'origine des saisons sur Terre comme sur Saturne. Donc actuellement, en 2023, donc, les anneaux s'affinent de plus en plus et l'angle de vue tend à se rapprocher du plan équatorial. Alors, lorsque cet angle de vue du plan équatorial sera atteint donc dans les environs de 2025, eh bien, ce sera l'équinoxe sur Saturne. Ce sera donc l'automne dans l'hémisphère nord et le printemps dans l'hémisphère sud. Pour le moment, c'est encore l'hémisphère nord qui nous fait face. Mais l'hémisphère sud émerge déjà progressivement de l'hiver austral. Alors, ajoutons à cela l'ombre des anneaux qui cachaient jusque-là majoritairement cet hémisphère et qui sont en train de le découvrir actuellement. Et ce dernier bien nous dévoile en fait une surprenante palette de couleurs avec des tons plutôt froids qui tirent principalement sur le bleu-vert, mais aussi un petit peu de rose et de violet. Alors en fait, il s'agit là d'une réaction chimique totalement naturelle qui se produit donc dans les couches nuageuses suite à une longue période d'exposition quasi nulle
de la lumière, enfin, par rapport à la lumière du Soleil. Alors, ce phénomène qui était déjà observable l'année passée notamment, ne perdurera pas encore des années. Donc, c'est vraiment le moment d'observer ce phénomène. En 2025, notamment, j'en parlais tout à l'heure, quand le plan équatorial de Saturne nous présentera de face, eh bien, on ne verra plus ces jolies teintes. Donc, on peut mettre ces belles couleurs, ces belles teintes de Saturne en évidence par l'imagerie. Est-ce qu'on peut le faire en visuel dans le domaine amateur? Je serais tenté de dire qu'il faut essayer, voilà, avec, si possible, des instruments de gros diamètre. Mais sachez que si vous faites un petit peu d'imagerie avec une simple caméra, vous mettez la Barlow, vous la couplez avec la Barlow qui va vous donner le bon échantillonnage. Et dans ces cas-là, vous aurez une planète bien résolue, en faisant bien attention également de vérifier la balance des couleurs sur votre caméra au moment du paramétrage de vos acquisitions. Et normalement, eh bien, dès le traitement, même dès l'acquisition, vous devriez voir effectivement ce différentiel. Donc l'hémisphère sud, je le disais plutôt vert bleu, avec un hémisphère nord qui lui sort de l'été et qui est de la couleur classique de Saturne, plutôt jaune ocre. Donc un différentiel très intéressant à observer lors de cette opposition, et même encore un peu au-delà, à l'automne qui arrive. D'accord, merci Mathieu pour ces précisions sur les couleurs donc, de la planète Saturne. Et pour terminer ces éphémérides, eh bien, nous allons vous parler d'un autre événement. Donc, nous allons terminer par un événement bonus. Il s'agit de l'étoile de Barnard. Alors, une observation qui a été réalisée tout au long de l'été. Et Mathieu, eh bien, je te laisse en parler plus précisément. Alors, je ne crois pas que cette étoile de Barnard, nous l'ayons déjà évoquée dans ces émissions des éphémérides du ciel. Donc, c'est une petite première. Je vous propose de commencer par faire un peu connaissance avec l'étoile de Barnard pour commencer. Donc, en fait, c'est une étoile qui est 6 fois moins massive, autant de fois plus petite que notre Soleil. C'est une étoile naine rouge qui se trouve à moins de 6 années-lumière de notre système solaire. Alors, c'est l'étoile la plus proche de nous après le système Alpha, Beta, Proxima Centauri, qui se trouve à 4 années-lumière et quelques de nous, donc 2 années-lumière plus près. Donc, ce qu'on sait de cette étoile, eh bien, c'est qu'une planète lui a été découverte en 2018, mais depuis 2021, cette découverte est controversée. On n'est pas certain que cette planète qui fera à peu près 3 fois la masse de notre Terre existe réellement. Donc des études approfondies ont cours en ce moment et vont peut-être déterminer s'il y a définitivement ou non une planète autour de cette étoile. Donc rendez-vous dans de prochaines émissions pour en reparler ensemble. Mais en tous les cas, si un tel objet existe, eh bien, il doit faire face aux caprices de son étoile, qui, à l'instar de beaucoup de naines rouges, eh bien, est un astre à l'activité variable, qui représente une menace majeure pour toute forme de vie au sein de cet environnement. Alors, même si ce genre d'éruption peut impacter parfois grandement la luminosité de l'étoile, eh bien, l'intérêt principal de son observation se situe ailleurs. En fait, cette étoile a été nommée en l'honneur d'Edward Emerson Barnard, qui est un astronome américain, qui va découvrir en 1916, donc plus de 100 ans, son mouvement propre très élevé, le plus élevé d'ailleurs que l'on connaisse en dehors des objets du système solaire. Alors, il va faire cette découverte à partir de plaques photographiques réalisées à la fin du 19e siècle et jusqu'au début du 20e siècle. Et en fait, de ces observations et de ces analyses, eh bien, il va en résulter, en ressortir que l'étoile de Barnard se déplace sur le fond du ciel à une vitesse apparente de un peu plus de 10 secondes d'arc par an, soit un quart de degré ou un rayon lunaire. Pour vous donner un ordre de comparaison,
tous les 80-90 ans. Donc, vous voyez, sur l'échelle d'une vie humaine. Alors, ce déplacement relatif, en fait, il est suffisant, enfin, il est suffisamment important, en tous les cas, pour être également observé et mis en évidence par l'imagerie dans le domaine amateur. Et c'est là où c'est intéressant. Alors, comment déjà trouver cette étoile de Barnard? Bien, il s'agit tout d'abord de repérer la constellation d'Ophiuchus. Alors, dans les logiciels d'astronomie, je me suis rendu compte, notamment sur mobile, que la constellation d'Ophiuchus est introuvable. En fait, Ophiuchus a un deuxième nom, qui est le Serpentaire. Donc ça, vous pouvez le noter si vous voulez rechercher cette constellation sur vos applications d'observation du ciel mobile. Alors cette constellation, donc, elle se situe au-dessus du Scorpion et du Sagittaire. Donc ça se trouve vers le sud. En début de saison estivale, vous la trouverez donc en milieu de nuit au méridien au début de l'été. Alors Barnard, en fait, se cache près de l'étoile Beta d'Ophiuchus, qui est visible à l'œil nu. Mais Barnard, elle, n'est pas visible à l'œil nu. En effet, elle a une magnitude de plus 9,5 qui n'est accessible qu'avec des instruments optiques. Donc là, l'opération à réaliser est somme toute assez simple. Il s'agit de photographier Barnard et sa région environnante au foyer d'un télescope au moins une fois par an. Alors au moins une fois par an, mais c'est une échelle de temps qui est relativement longue, donc finalement vous avez tout votre temps pour trouver le bon moment pour photographier Barnard, notamment les conditions météo qui peuvent être mauvaises et vous empêcher de faire de belles observations. Et bien là, ce sera relativement simple. Donc vous y revenez une fois par an et vous allez pouvoir noter ainsi le déplacement de l'étoile de Barnard par rapport au fond du ciel. Alors en observation visuelle, soyez méthodique. Le mieux, c'est de reporter vos observations en dessin, en étant le plus précis possible sur la région d'étoile environnante, et ensuite de noter peut-être sur la même carte que vous aurez dessinée, eh bien de noter la position apparente de l'étoile de Barnard par rapport aux autres étoiles qui sont voisines. Et vous allez voir, tous les ans, il va y avoir un très léger décalage. C'est pour ça, soyez méthodique, parce que ce décalage est quand même relativement, enfin, on parle de 10 secondes d'arc. Donc, chaque année, en comparant avec vos précédents travaux, eh bien, vous pourrez noter la position de Barnard par rapport aux autres étoiles. Donc, une observation à faire tout au long de ce mois d'août, mais également tout au long de cette saison estivale. Je pense que c'est d'ailleurs le dernier mois pour pouvoir se faire. Ensuite, il sera un petit peu trop tard où Fucus va commencer à se coucher le soir. Une observation que vous pourrez retenter dès le mois de mai ou le mois de juin l'année prochaine. Merci donc Mathieu pour ces détails que tu as pu nous donner sur cette étoile de Barnard que peut-être vous ne connaissiez pas encore. Merci donc à tous pour nous avoir détaillé ces événements donc du mois d'août. Et nous allons passer à la deuxième partie de cette émission, donc en vous présentant des photos, et notamment la photo du soleil que nous avons choisi de vous présenter pour ce mois-ci, et qui est en date du 10 juillet dernier. C'est donc une énorme tache solaire qui a été prise en haute résolution avec un Newton 150-750 et une caméra ZWO ASI 178 mono et couplée à une PowerMax x 2,5. Donc en encart, on voit la position et les proportions de cette tache par rapport au disque solaire entier visible ce jour-là. Et le tout est bien dans le vert à une longueur d'onde de 540 nanomètres. Et donc, avant de terminer, eh bien, nous vous présentons aussi cette photo qui a été prise par notre astronome amateur Pascal. Et il s'agit d'un croissant vénusien qui a été pris au Newton 200 000 et à la caméra ZWO A620 couleur plus une Barlow x2. Voilà, donc une très belle image que notre ami a pu prendre. Et donc, nous allons donc terminer cette émission. Donc,
Nous sommes heureux que vous ayez pu nous suivre pour ces éphémérides du mois d'août. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne Astronature 49 pour avoir d'autres vidéos qui pourront sûrement vous intéresser. En effet, sur notre page d'accueil, vous avez donc toutes les vidéos, les dernières parues. Et puis, si vous vous rendez sur notre onglet Playlist, vous pouvez avoir donc d'autres sujets très intéressants comme des émissions sur le ciel profond au fil des mois ou encore des émissions spéciales qui pourront sûrement vous intéresser. En tout cas, on remercie nos plus de 500 abonnés maintenant qui sont sur notre chaîne. Donc, merci à vous de nous suivre. Et puis, n'hésitez pas toujours à en parler autour de vous. Et puis, à lâcher des pouces j'aime quand vous avez vraiment aimé nos vidéos. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. Et donc, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux éphémérides.